Pour ce nouvel épisode d'Au Salon, on vous donne rendez-vous en compagnie de Nordine Ganso. Il se fait connaître du grand public en 2017, lorsqu'il est sacré l'étudiant le plus drôle de France. Depuis, il a bien évolué, et en l'espace de 10 ans, grâce à un travail acharné à ses sketchs qui mélangent anecdotes personnelles, douceur et autodérision, il s'inscrit comme une figure montante de la nouvelle génération de stand-uppers français. Quand il n'est pas sur scène, il est à la radio, en tant que chroniqueur sur France Inter, ou à la télé, sur OCS ou encore en prime time sur TF1, aux côtés de Muriel Robin. Dans cet épisode, coiffé par Laurent Coiffure et Vovo Barbeur, Nordine revient sur l'ensemble de son parcours. Il parle des joies et des galères du métier de humoriste, du rapport qu'il entretient avec ses cheveux et de son spectacle Violet qui jouera du 27 janvier au 30 mars 2024 au Palais des Glaces à Paris. Allez, installe-toi confortablement, abonne-toi si c'est pas déjà fait, prends ton peigne et c'est parti. Lolo, moi je veux ça. Tu me fais des twists là. Comme tu vois, comme ça, c'est des dreads sans les faire. Tu vois, comme ça, c'est pas collé en entier. Je peux les défaire quand je veux si ça me saoule. Ok. Bonjour Nordine. Salut. Tu as 27 ans. Absolument. Tu es marocain. Oui. Algérien. Oui. Congolais. Oui. Violet. Tout ça. Tu es originaire de Bordeaux. Absolument. Ville que tu as fui pour tenter de réaliser ton rêve. Celui de te faire une place dans le milieu du stand-up français. Pari risqué mais réussi, félicitations. Merci. Et comme t'es gourmand et que la scène ne te suffisait pas, t'as pris d'assaut la télé et la radio. On sait beaucoup de choses sur toi grâce à tes sketchs, mais aujourd'hui, si tu nous le permets, on aimerait en apprendre davantage sur toi en revenant sur ton parcours le temps d'une coiffure. Allez. Comme je le dis souvent, moi je pense que c'est l'enfance et l'environnement social dans lequel on grandit qui nous façonne et nous forge. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance, de ton adolescence et des souvenirs que tu en gardes? L'enfance, l'adolescence, c'était pour moi des périodes assez particulières parce que j'ai vécu le divorce de mes parents assez tôt. Donc ça m'a un peu perturbé dans mon cycle de construction pour un enfant. Mon père, il s'est séparé de ma mère. Ma mère, elle s'est remariée très vite. Donc j'ai dû accepter un beau-père que je voulais pas forcément, alors que j'ai mon père que j'appréciais beaucoup. Et puis j'avais un peu d'embonpoint, donc j'étais un peu un garçon, comme on dit, j'aime pas dire le mot gros, mais j'étais enrobé. Et tout ça, ça jouait beaucoup parce que je voulais essayer de me faire remarquer par les filles, notamment en faisant autre chose que d'être beau. Et du coup, ça passait par faire le pitre à l'école, par faire des blagues, par essayer de se faire remarquer, amuser la galerie. Alors ça m'a pas toujours aidé parce que je me faisais virer de classe et forcément quand tu te fais virer, y a que toi qui es handicapé. Par contre, ça faisait rigoler les copains, donc moi je prenais du plaisir. Mais c'était pas facile parce que c'était des moments où je savais que à un moment donné, il allait falloir que je fasse des vrais choix. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que je me focus et que le divorce, etc., c'était pas des trucs qui devaient m'handicaper, quoi. Moi, l'histoire de mes parents, elle est incroyable. Je vais vous parler un peu de moi. Mon père, il est originaire du Congo, ce qu'on appelle un sapeur. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'explique rapidement. C'est une personne capable d'échanger son fils contre un costard, ok? Voilà. Ma mère, elle est marocaine et algérienne, donc elle est super arabe. Et ce qui se passe quand t'es marocain, algérien, congolais, ça fait beaucoup d'informations, tu vois, tu sais pas où t'es. Et je pense que ce message, il m'a très longtemps intrigué, tu vois. Tu viens de nous parler de tes parents. Oui. Et tu le mentionnes beaucoup dans tes sketchs. Ta maman est algérienne marocaine et ton père est congolais. Et tu le dis toi-même, c'est un mélange assez particulier. Totalement. Sachant que c'était un mélange peu courant à l'époque, plus jeune. Toi, comment tu as vécu ce métissage, mais surtout, comment tu as réussi à t'approprier cette double culture? Disons qu'au début, je m'en rendais pas compte que j'étais métisse. C'est les gens qui me le rappelaient. Moi, je savais que j'étais quelqu'un de cool, mais les gens ils voulaient rajouter des éléments de « Ah, il est noir »,« Ah, il est arabe »,« Ah, il est tout ça en même temps ». Du coup, c'est plus les gens qui m'ont fait comprendre que j'étais pas comme eux. Et au début, c'était compliqué de comprendre que y avait une différence entre être qu'arabe ou être que noir. Parce que forcément, moi, je traînais avec des gars qui avaient pas de métissage et pour eux, c'était improbable d'être aussi mélangé. Et avec le temps, j'ai appris des deux cultures. J'ai appris la culture rebeu, la culture renois et en fait, des deux cultures, j'ai créé quelque chose de fort et
Je sais que maintenant, quand je suis avec que des rebeux, je suis à l'aise. Quand je suis avec que des renois, je suis à l'aise. Quand je suis avec des blancs, je suis à l'aise. Je suis à l'aise partout parce que j'ai appris à apprendre de chaque communauté et de m'en servir à des moments où j'en ai besoin, quoi. Je saurais pas comment l'expliquer, mais je trouve qu'il y a une énergie folle qui se dégage de toi. T'es toujours soigné. T'as l'air très à l'aise, même si tu joues un peu la carte de la timidité parfois. Mhm. Tu sembles aussi être très confiant. Et je pense que c'est l'énergie des gens qui sont épanouis dans leur vie, surtout parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Et je me demandais si, enfant ou adolescent, si ça avait toujours été le cas pour toi, finalement. Ouais, en vrai, j'ai toujours aimé ce que je faisais. Du coup, j'ai arrêté le foot naturellement et j'ai commencé la scène très tôt. Donc, très vite, j'ai été épanoui, en fait. J'ai démarré à 17 ans à faire des blagues. Aujourd'hui, j'ai 27, ça fait 10 ans presque que je fais ce métier. Donc, très vite, je savais ce que je voulais faire. Donc, j'avais pas de doute sur ma vie, en vrai. Alors qu'à mon âge, à 19, tous les gens cherchent encore. Ils savent pas s'ils veulent être chirurgien ou avocat. Puis, à la fin, ils finissent kiné, tu sais pas pourquoi. Donc, et ils sont épanouis, je pense, mais il y a 10 ans dans leur vie où ils savent pas ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ont envie de faire. Et moi, très vite, je savais ce que je voulais faire. Et j'ai eu du mal à faire comprendre aux gens autour de moi que c'était ça mon métier. Tu vois, c'était ça le plus dur, c'était de faire comprendre que ça allait être ça et pas autre chose, notamment mes parents et tout. Et une fois que j'ai accepté que j'allais faire ce métier, j'étais vraiment épanoui, quoi. Tu t'es fait connaître du grand public en 2017, lorsque tu as remporté le titre de l'étudiant le plus drôle de France au Campus Comedy Tour, un concours national d'humour réservé aux étudiants en école de commerce. Mhm. Nordine, tu as un peu ce qu'on appelle une fraude fiscale, parce que non seulement tu n'étais pas étudiant, en plus de ça, tu as commencé le stand-up beaucoup plus tôt, dans les environs de 2014. Est-ce que tu peux nous parler de tes vrais débuts et comment tu as commencé le stand-up pour le coup? En fait, j'ai démarré vraiment, ma première scène, c'était en mars 2015. C'était en mars 2015 à Bordeaux, dans une cave. Et c'était ma toute première scène. Et après, entre mars 2015 et le campus en 2017, j'ai dû jouer peut-être une cinquantaine de fois. Mais j'étais pas humoriste à temps plein, quoi. J'étais encore étudiant et tout. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, il faut que je prouve à mes parents que c'est vraiment ça le métier que je veux faire. Donc, il me faut un challenge, un élément qui va me permettre de me dire et de leur faire comprendre qu'il y a de l'argent et que c'est un vrai truc, quoi. Du coup, je m'inscris au campus et c'est avec un ami qui a un BDE à Bordeaux, à l'INSEC justement. Il me dit, ouais, là, on prépare un truc qui s'appelle le Campus Comedy Tour. Je sais que tu es humoriste, tu fais des blagues, vas-y, viens avec nous. Pour gagner, ça va ramener des sous à l'école. Moi, je me dis, ouais, ça peut être trop stylé et tout, mais je suis pas dans l'école, quoi, je fais comment? Il m'a dit, vas-y, on va te faire un faux certificat de scolarité. Je vais t'inscrire et puis, si tu gagnes, tu me donneras un petit billet sur le chèque de 5 000 €, tu vois. J'ai dit, vas-y, moi, je suis chaud et tout. Au final, j'y vais et il n'y a aucun étudiant qui est plus fort que moi parce que moi, je maîtrise déjà l'art. Donc, je suis déjà dans le truc, je fais déjà des blagues et tout. Maintenant, je gagne le truc de l'école, mais il y a un concours internet. Et là, c'est le public de toute France confondue qui peut voter. Et donc, on est genre 10 étudiants de plein de villes. Elle fait le plus grand nombre de likes, pardon. Et du coup, on me valide pour partir à La Cigale contre 5 autres étudiants en France. Et à La Cigale, du coup, c'est la grosse finale captée par Comédie Plus. Et là, du coup, t'as le chèque de 5 000 € à la clé si tu gagnes. Et moi, je sais qu'en fait, cette soirée-là, il n'y a pas d'autre issue que de la victoire, tu vois. Quand je suis parti de Bordeaux pour monter à Paris et faire ce challenge, j'avais déjà gagné. Tu vois, il n'y avait même pas de « ouais, mais si je finis deuxième », il n'y a pas. C'est genre, je vais gagner, je vais donner le chèque à mes darons et ils vont me laisser faire mon métier, tu vois. Au final, j'arrive là-bas, je gagne. La vidéo, derrière, elle fait 3 millions de vues sur YouTube. Je donne une partie du chèque à mes parents. J'en garde une partie pour moi pour passer mon permis. Et je donne une petite partie à l'école aussi, comme j'avais promis. Et à partir de là, je me suis dit, je vais dire à mes parents, vous me laissez 1 an et je fais ce métier. Et si ça ne marche pas, bah, je ferai ce que vous avez envie de faire. Mais pendant 1 an, vous me laissez, je reste à la maison à Bordeaux, mais je fais mes allers-retours. Je ne vous demande pas d'argent, juste je vis mes rêves pendant 1 an. Et au final, quand tu es motivé et que tu es investi dans ce que tu donnes, bah, la vie, elle te le rend, tu vois. Dès tes débuts, et encore aujourd'hui,
tu te sers de faits réels et de situations qui te sont arrivées pour alimenter tes sketchs. Tu le fais avec beaucoup de bienveillance et d'indulgence vis-à-vis de toi-même. Et je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ce que tu nous as dit un peu plus tôt. Et je me demande avec du recul si t'es pas devenu humoriste pour qu'on arrête de se moquer de toi, mais plutôt qu'on rigole avec toi. Ouais, c'est un peu ça. Bah, de toute façon, tous les humoristes, ils te diront que le stand-up, c'est une thérapie, tu vois. Ça nous permet d'accepter des trucs qui nous ont fait du mal et d'en rire avec les gens. Et nous-mêmes de passer au-dessus de choses qui vraiment nous tenaient à cœur, tu vois. Donc ouais, je pense que c'était beaucoup une façon de rigoler avec les gens de trucs qui m'ont fait du mal, quoi. Comment est-ce qu'on écrit ces premières blagues? Je pense que pour ma part, je les ai jamais écrites, je les ai juste racontées. C'est des histoires qui me sont arrivées vraiment. Et donc j'ai juste eu à comprendre ce qui dans cette histoire était intéressant à raconter et de le creuser de façon à ce que tout le monde l'interprète et se retrouve dans ce que je raconte. Parce que c'est ça le plus dur quand tu es humoriste, c'est de parler à tout le monde. C'est pas de faire rigoler. Le plus dur, c'est de faire rigoler la mère de famille de 50 ans, le fils de 14 et la trentenaire qui travaille à la Fnac, quoi, tu vois. C'est vraiment trouver toutes ces typologies de public et les faire rigoler de la même façon. Et c'est à partir de là que je pense que tu deviens marrant, quoi. Moi, je t'ai découvert sur YouTube grâce à la série de vidéos Stand Up Vie réalisée par Oumar Diawara. Oumar, oui, c'est mon gars, ça, c'est un bon. Dans ces vidéos, on mettait en avant vos problématiques, les difficultés que vous pouviez rencontrer en tant que jeune stand-upper qui essaye de se faire une place dans le milieu. Donc cette série, elle met en avant ton parcours, mais aussi celui de 4 autres humoristes qui, comme toi à l'époque, voulaient percer dans le monde du stand-up à Paris. Shout out à eux au passage, on espère qu'ils ont réussi comme toi. Ouais, ils sont tous bons pour les citer. Adèle Fugazi, qui avance très bien, qui a fait Montreux. Riyad Graham, qui fait des vidéos qui marchent bien. Mao, qui est à France Inter, qui marche bien. Yacine Hitch, qui tourne dans des séries sur France 2, TFX. Donc non, tous on a tous la même motivation, donc bravo à eux. C'est charmé. Et bravo à toi au passage. Ouais, mais il faut aussi souligner les autres un petit peu, quoi. C'est vrai, c'est important. Et du coup, cette mini-série documentaire-là, elle mettait en avant vos problématiques. Et vous aviez un épisode chacun qui vous était dédié. Et dans le tien, t'expliquais pas mal de choses. Tu nous expliquais que tu vivais chez ta mère à Bordeaux et que tu venais un jour sur 2 à Paris. Et que c'était difficile pour toi de trouver des moyens de transport. Bien sûr. Et t'en rigoles même dans plusieurs de tes sketchs. Ouais. J'ai fait beaucoup de trajets pour venir ici, j'ai fait 500 km, j'ai pris un Ouibus, 8 heures de Ouibus, donc juste pour le déplacement, il faut rigoler à toutes mes blagues, d'accord? Si c'est marrant, on rigole, si c'est pas marrant, on pense au déplacement, ok? Malgré tout ça, t'es toujours resté positif, t'as continué d'y croire et de te déplacer, peu importe le temps que tu jouais sur scène. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où ça t'a pas saoulé et t'as pas eu envie d'arrêter? Si, je pense que j'ai eu un moment où c'était plus financièrement, ça devenait compliqué, j'avais pas forcément rentré d'argent et du coup, les trains pour Bordeaux-Paris, ça m'embêtait un peu. Heureusement que j'avais ma tante qui habitait ici et que j'avais pas d'appart à payer, mais je sais que ça m'avait mis un coup dans la tête en mode là, ça fait beaucoup d'argent pour pas grand-chose en retour. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Surtout que j'avais encore promis à mes parents de rien leur demander, donc il y avait comme cette mission de ma part de rester fidèle à ses principes et rester fier en mode t'as dit à tes parents que tu vas réussir tout seul, tu dois réussir tout seul. Donc j'ai eu des moments de doute, mais jamais sur mon travail. C'était plus sur ce qui l'entourait, les problèmes que ça engendrait. Mais je savais que mes blagues et mon univers, il allait à un moment donné parler à des gens. Mais c'est juste, ça demande beaucoup de confiance en soi et de remise en question, d'accepter des fois d'être dans le dur, quoi. Mais je pense que c'est ces périodes-là qui, quand tu réussis un peu, te font garder les pieds sur terre et te rendent simple, quoi. Face à cette situation, comment ton entourage et plus particulièrement tes parents, parce qu'on sait que parfois ils sont plus inquiets pour nous que pour eux, ils réagissaient du coup à ta situation? Moi, ils savaient rien. Je leur ai rien dit. Je leur disais juste quand ça marchait. Mes parents, ils savaient pas que ça marchait pas.
Je me suis toujours dit, je vais pas les mettre dans mes problèmes, c'est mes problèmes. Pour eux, il y a eu que du bon. Pour eux, c'était genre, notre fils, il est trop marrant, il a jamais galéré, c'est un génie. Alors qu'il y a eu des moments où, ouais, je doutais, j'avais des moments durs et tout. Mais je suis fier de jamais avoir eu à leur demander de l'argent, jamais avoir eu à leur demander de m'aider ou autre. Parce que c'est la plus belle des réussites quand tu réussis tout seul. Tu vois, juste parce que tu es motivé, tu t'investis. C'est le plus beau des cadeaux qu'on peut te donner. C'était important pour toi de les préserver de tout ça? Bah, je voulais les préserver déjà de ce truc de l'humour, c'est un métier compliqué. Parce que déjà pour eux, c'était évident ça. Moi, je voulais leur prouver que c'était pas le cas et que j'allais y arriver. Donc, je voulais m'épargner aussi des stress de ouais, voilà, tu vois, on t'avait dit. Tu sais, c'est des phrases qui te font du mal. Tu es là, tu veux vivre tes rêves et tes parents ou des gens autour de toi, ils te disent mais c'est pas un métier, il faut que tu arrêtes ça, tu gagneras pas ta vie comme ça. Je voulais enlever ces phrases-là de ma tête. Et donc, du coup, je faisais que les rassurer. Et j'ai été bon parce qu'au final, ça s'est bien passé sur tout le long. Et encore aujourd'hui, c'est mes premiers fans. Ils me soutiennent tous les jours. Ils me demandent comment ça se passe, si ça marche, est-ce que je gagne de l'argent. Pour eux, ils doutent toujours, tu vois. Parce qu'on est très pudique là-dessus. Dans ma famille, tu vois, on parle pas d'argent, mais juste on assume quand il faut assumer. Si ma mère elle a besoin d'aide, je m'en occupe. Mon père, pareil, tu vois. C'est un peu aussi la mentalité africaine, tu vois. Tu dis rien, juste tu payes. Et quand tu es capable de les aider, c'est déjà une belle réussite. Après, le reste, c'est que du bonus, tu vois. Et le dernier point que j'ai soulevé dans cette série documentaire-là, et qui m'a le plus marqué, c'est sur ton parcours du combattant pour pouvoir vivre de ta passion. Tu l'évoquais un peu brièvement tout à l'heure. L'argent, en fait, qui est le nerf de la guerre, très clairement. Je me demandais si ce manque d'argent, ça n'avait pas été un frein à certains moments pour ta carrière. Un frein, non, parce que la force du stand-up, c'est que c'est pas le plus riche qui sera le plus drôle. Et ça, c'est vraiment une des vraies choses de ce métier. C'est que c'est pas les plus riches, les plus pistonnés qui avancent. C'est juste ceux qui ont des choses à revendre et des vraies choses à revendre. Et surtout, ceux qui sont vraiment motivés par les vraies raisons de ce métier, c'est-à-dire faire rigoler les gens et prendre du temps pour eux. Après, quand tu rentres dans les trucs d'argent, je pense que c'est là où tu tombes. Tu vois, il y en a, ils veulent faire de l'argent très vite et ils se rendent compte que c'est pas ça le nerf de ce métier. Tu vois, on fait ce métier pour d'abord être avec un public qui nous écoute, qu'on rigole ensemble. Et après, évidemment, si ça cartonne, bah, ça découle de sources que tu vas faire de l'argent. Mais l'argent, c'est pas du tout ta priorité à la base. À la base, tu fais juste ça pour être marrant, tu vois, kiffer avec les gens, que les gens se rappellent de toi, qui te disent que t'es drôle. Toi aussi pour te nourrir, t'apprendre. Et ouais, j'ai jamais douté de ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens évoquer, mais tu peux pas omettre le fait que l'argent, en fait, ça t'apporte un certain confort. Ouais, bien sûr. C'est un confort indispensable. C'est pour ça que je travaillais à côté au début. Mais très vite, tu te rends compte que c'est pas possible de mélanger tout. Tu vois, au début, je travaillais à Citadium, j'ai travaillé dans une usine, j'ai fait des trucs de Karcher, j'ai travaillé à Burger King, tu vois, et je faisais plein de métiers en même temps. Et quand j'allais sur scène le soir, j'étais pas bien, parce que je savais que j'avais une double vie qui me ralentissait, tu vois. Et un jour, j'ai dit, tu sais quoi, j'arrête tout. J'arrête tout, je reste que sur les blagues. Peut-être que ce sera financièrement un peu instable et que je vais galérer un peu, mais au moins, je sais que je pourrais me donner à fond et faire mes meilleures blagues possibles, tu vois. Et à partir du moment où j'ai compris ça, c'était l'autoroute de ça marche. Parce que j'ai qu'une façon de penser, c'est le stand-up. Je pense stand-up, je me lève stand-up, je dors stand-up. Et quand tu penses ça tout le temps, bah, forcément, t'en fais un centre d'intérêt plus fort que tout et ça cartonne. Et ça peut pas ne pas marcher si tu te donnes à 100%, je pense. On est dans un salon de coiffure, donc on ne peut pas ne pas parler cheveux. Ouais. Dans un premier temps, j'aimerais savoir quel rapport tu as pu entretenir plus jeune avec tes cheveux. Moi, j'ai toujours été dans... En fait, il y a eu plusieurs étapes, mais la première étape, c'était de mes 8 ans à mes 14 ans. C'était mon père, on n'avait pas le choix, c'était boule à Z. Il n'avait pas le temps. Il disait ça coûte moins cher et ça va vous former à la vie. Il disait un crâne chauve, ce qu'il y a de plus dur. C'est ce que les adultes, ils ont à
30-40 ans quand ils ont la calvitie. Donc, il nous mettait des calvities lui-même. Tu vois. Maintenant, après, on a capté qu'on avait vraiment des cheveux. Et moi, je suis métisse, donc du coup, j'ai des cheveux où je peux faire plein de choses. Et ma mère, elle aimait trop, elle était à l'inverse de mon père, elle voulait que je fasse des coupes, que je sois beau gosse, tu vois. Du coup, elle a commencé à m'amener chez le coiffeur. Et c'est là où j'ai commencé à kiffer le barbeur, quoi. J'étais en mode, c'est trop kiffant. Nous, les hommes, on a rarement des moments, tu vois, où on est un peu en mode coquet, tu vois. Et de plus en plus, il y a des hommes qui aiment se faire coquer, faire attention à eux et tout. Et c'est vraiment le moment, le barbeur, où ouais, tu prends ton temps. On n'a pas de manucure à faire, on n'a pas de skincare à faire, généralement. Mais la coupe, c'est vraiment notre moment, tu vois. C'est un peu votre make-up. Ouais, c'est notre make-up. Quand tu vois un mec avec barbe, un mec sans barbe, un mec avec contour, un mec sans contour, c'est pas les mêmes. Et donc, c'était vraiment des phases où j'ai découvert en fait une nouvelle identité en commençant à me faire des coupes de cheveux. Et après, je suis allé au lycée et j'ai commencé à tester toutes les coupes du monde. Teinture, défrisage. Ouais, défrisage, on va y revenir aussi. J'ai fait des défrisages, parce que c'était en fait, j'ai suivi toutes les modes. Moi, j'étais vraiment un mec qui suivait. Je suivais toutes les modes et un jour, je me suis dit, attends, c'est quoi qui me correspond le plus, tu vois? Et je me suis dit, je vais juste laisser pousser mes cheveux, vous faire des dégradés, taper, très bas, avec un coiffeur qui maîtrise, Vovo Barber, que vous allez voir bientôt. Et après, voilà. Après, c'est l'autoroute du kiff, hein. Quand tu as des cheveux et qu'ils sont bien en bonne santé, tu peux t'amuser. J'aimerais juste qu'on revienne sur le défrisage, parce que moi j'ai tendance à taper sur les hommes qui se défrisaient à l'époque, je suis désolée. Ouais. Pourquoi le défrisage? Moi, parce que j'étais fan de footballeurs et je suivais toutes leurs coupes. Et mon idole de foot, c'était en coupe de cheveux, c'était Kevin Prince Boateng. C'est un métis en plus, il était allemand-ghanéen, je crois. Et lui, il a fait toutes les coupes, il était beau. Il faisait des défrisages, il était beau. Il faisait des coupes courtes, il était beau. Et un jour, j'ai dit, hey, je vais faire la même coupe que lui. Je suis allé au coiffeur, je lui ai dit, je veux ça. Il m'a fait tout sauf ça. Et il m'a juste défrisé. Et je me suis dit, putain, ça fait une coupe différente. Et je voyais tout le monde se défriser dans la même foulée, tu vois. Et après, il y a eu la mode on arrête de se défriser, on fait des curly, on twist avec la brosse là. Et du coup, j'ai commencé à comprendre que c'était mieux, c'était naturel. Et ça me ressemblait plus. Et du coup, je suis resté focus sur ça. Et dans tout ça, comment t'as appris à t'occuper de tes cheveux? Comment j'ai appris? Bah, je pense c'est au fur et à mesure de traîner avec des coiffeurs, de parler avec des gens qui s'y connaissent, qui me disent, tu vois, cette crème-là, pas bon, celle-là, oui. Te coupe pas trop tout le temps parce que ça peut abîmer ton cuir chevelu, des trucs comme ça, mais pas trop de casquettes. C'est plein de petits codes comme ça que tu apprends et que tu intègres. On sait que tu accordes beaucoup d'importance à ton style vestimentaire, mais j'ai l'impression que c'est pire encore avec ton style capillaire. Plusieurs fois, tu as déclaré que quand tu montais sur scène pas coiffé, sans contour, tu jouais pas pareil. Pourquoi est-ce que c'est aussi important d'être coiffé? Parce que les contours, ça identifie ta confiance. Un mec qui a des contours, c'est un mec qui est confiant. Il sort du coiffeur. Les 30 premières minutes où un mec sort du coiffeur, il peut aller parler à n'importe quelle meuf. Parce qu'il sait que là, il est frais, il a son prime. Les 2 jours qui suivent, il commence à descendre. Et le 5e jour, il a plus envie de parler aux meufs. Parce qu'il sait qu'elles vont pas le calculer. Et c'est un peu ça, moi je le vois comme ça, la scène. C'est une drague, tu vois. T'arrives, tu renvoies aux gens une image. Et eux, ils se disent, ah, j'aime bien comment il est coupé. J'aime bien comment il est habillé. J'ai envie de rigoler avec lui, tu vois. En fait, t'envoies des signaux avant de parler. Et ça, c'est trop important. Et aujourd'hui, l'humour, c'est ça qui est ouf, c'est que les gens, avant même que tu parles et que tu aies fait des blagues, ils vont se dire « Ouais, je crois que je vais rigoler avec lui » ou « Ouais, je crois que je vais pas l'aimer ». Et moi, c'était comme ça que je me conditionnais. Je me disais « Coupe de cheveux, bon style, je vais être à l'aise sur scène dans ce que je vais raconter. » Et du coup, ça va me motiver à faire des blagues qui vont me correspondre et qui vont peut-être parler aux gens, tu vois. Et les jours où j'étais pas coiffé et j'avais pas envie de m'habiller, en fait, ça influence vraiment mon mood, quoi. Des fois, j'avais même pas envie de sortir de chez moi quand je suis pas coiffé, tu vois. Je me dis, j'ai la flemme, je mets une casquette, mais les casquettes, c'est vite énervant, quoi. Au bout de 2-3 jours, ça y est, ça devient pas ouf. Donc ça, vraiment, ça m'a matrixé. Aujourd'hui, je sais que je peux plus jouer sans contour. Genre, c'est devenu improbable. C'est pour ça que t'as une relation fusionnelle avec Vovo, ton coiffeur? Ouais.
Mais Vovo, il faut que vous voyez Vovo là, il vient quand? Ah, Vovo, il peut venir. Vovo, il va arriver, il va débarquer, il va me dégrader. Non, Vovo, c'est fort parce que Vovo, en fait, on s'est rencontrés quand j'ai commencé le stand-up. Et lui, il vous le dira quand il se présentera un peu, mais il y a eu comme un truc de. Lui aussi, c'est un charbonneur dans son taf, moi aussi. Et on a compris tout de suite qu'on était là pour les mêmes raisons. C'était faire ce qu'on aime dans la vie. Lui, c'était la coupe, moi, c'était les blagues. Et c'est un gars qui se rend disponible pour les gens qu'il aime, tu vois. Et moi, il m'a sauvé plein de fois. Quand je dis sauvé, c'est un mec qui a pas de contour, c'est un mec en détresse. C'est un mec qui a besoin d'aide. Et Vovo, il était là dans ces détresses-là. Aujourd'hui, il me coiffe tous les 4 jours. J'ai déjà eu des embrouilles avec des meufs parce que je voyais plus Vovo qu'elle. Donc du coup, c'était assez drôle de voir avoir un mec qui a une relation intense avec son coiffeur, quoi, tu vois. On n'a jamais eu d'embrouille de couple, mais mais ouais, non, c'est cool. Puis des fois, il vient, il débarque à 3 h du matin, il me dit tu fais quoi? Je dis ben, j'ai besoin d'une coupe. Il me dit vas-y, j'arrive. Donc c'est fou de se dire que ça peut avoir un impact sur mon travail, un gars qui vient de couper les cheveux, quoi. On va revenir sur le stand-up. Au fur et à mesure des années, grâce à beaucoup de travail, à force d'aller à la rencontre du public et d'autres humoristes, mais surtout grâce à beaucoup de détermination, tu vas décrocher plein d'opportunités. Tu vas faire la tournée des comédie clubs de France et de Navarre. Tu vas même jouer à l'international. On va te retrouver sur les premières parties d'humoristes reconnus par la profession. Tu vas être finaliste du Festival de l'humour. Est-ce qu'à ce moment-là, tu considères que tu as percé? Non, du tout. Pour moi, ça, c'était 3% de ce travail, quoi. C'était juste, ok, j'existe, quoi. C'est mon métier. Maintenant, l'étape 2, c'est créer son spectacle. L'étape 3, c'est commencer à le faire tourner. L'étape 4, c'est avoir une résidence à Paris. L'étape 5, faire une résidence complète à Paris. Et là, je pense que je suis dans l'étape 6, c'est-à-dire avoir fini la résidence et démarrer dans une grosse salle à Paris, en résidence. Et là, je vais démarrer ça en janvier. Donc, c'est ça, c'est des steps à passer. Et ce step-là, en termes de réussite et de percée, comme tu dis, là, je suis à peut-être 15%. Pour moi, percer, c'est quand tu as fait ton premier spectacle dans tout, partout, pendant 2 ans, que c'était complet partout, des tournées, que tu arrives à toucher même les zéniths. Et que tu es devenu indispensable, en fait, aux gens et à ce game. Parce que, tu vois, le public, on se rend pas compte, mais quand ils viennent voir un humoriste, ils viennent pas juste voir un humoriste. Ils viennent voir un mec qu'ils aiment. Et ça, c'est le plus important, c'est de rendre ça. Il y en a qui viennent, des fois, ils ont des problèmes. Nous, on le voit pas parce que c'est pas écrit, tu vois. Il n'y a pas écrit j'ai des problèmes. Il y a juste écrit je m'appelle Sandrine ou je m'appelle Mohamed et je suis venu rigoler. Et à la fin, ils t'envoient des messages, ils te disent mec, t'as changé ma soirée, je me suis fait larguer ce matin ou j'ai perdu mon daron, enfin, tu vois. Et tu te rends compte qu'en fait, ton métier, il a une importance plus forte que juste pour toi. C'est devenu un truc qui peut changer la pensée de certains, quoi. Moi, j'ai déjà reçu des messages de meufs qui me disent j'avais envie de me foutre en l'air et grâce à toi, je vais mieux, tu vois. Ça fait flipper, mais en même temps, tu te dis waouh, j'ai aidé quelqu'un. Et moi, je m'aide tout seul déjà quand je fais ce métier. Parce que je noie des tristesses, des trucs et je guéris des problèmes que j'ai dans ma tête avec des blagues. Mais j'aide les gens aussi et ça, c'est incroyable. Je ne l'ai pas évoqué précédemment, mais tu en as parlé de toi-même. En 2018, tu vas franchir un cap important en montant ton premier one-man show, Fragilement Drôle, que tu as peaufiné à Bordeaux, puis que tu vas exporter à Paris. C'était quoi ta volonté avec ce spectacle? C'était la première version de ce que je raconte aujourd'hui, parce que c'était à une époque où j'étais encore vierge. Du coup, c'était vraiment toute l'insouciance que je pouvais avoir sur le monde, sur moi-même, sur la fragilité, que j'expliquais que la sensibilité et la fragilité d'un homme, au final, il faut l'accepter pour devenir un homme, tu vois. Tant que tu n'acceptes pas tout ça, tu restes un enfant. Et le jour où tu acceptes que tu es fragile et que tu es sensible et que tu as une part dans toi qui est faible,
bah, c'est que tu deviens un homme, quoi. Et c'était ma première version de me raconter. Parce que j'étais encore jeune et tout. Puis après, il y a eu le Covid, donc j'ai arrêté ce spectacle. Et j'ai rencontré une meuf, donc j'ai eu un rapport sexuel. Et donc j'ai perdu plein de blagues. Et à partir de là, j'ai écrit Violet. Et Violet, c'était un peu la continuité, c'était une façon de rajouter cette sensibilité-là, tout en étant un peu plus mature, et surtout en ayant perdu ma virginité, parce que j'avais peur, le fait de perdre ma virginité, de perdre l'insouciance et l'innocence que je pouvais avoir avant. Et au final, je trouve que je l'ai encore plus qu'avant, parce que j'ai appris à être qui j'ai envie d'être, tu vois. J'ai appris à me connaître, je me mens moins à moi-même. Avant, je me mentais un peu, tu vois. Je me disais, je suis capable de rester puceau à vie pour faire mes blagues, alors que c'est faux. Genre, je suis capable d'écrire plein d'autres choses que des blagues sur le fait que je suis puceau, tu vois. Donc, je suis heureux d'avoir franchi ce step, en vrai. Ça, c'est ma plus belle réussite, c'est d'avoir toujours réussi à me renouveler et à trouver des trucs à raconter différents. À propos de ce spectacle, Violet, t'as dit, c'est la couleur des revers, de ceux qui sont spirituels plutôt que matériels. Il apporte de la sérénité aux personnes qui ont du violet chez eux ou dans leur environnement. Durant cette heure ensemble, considérons que je suis votre violet. Qu'est-ce que tu veux montrer à travers ce spectacle? Bah, l'idée, c'est de parler de qui je suis à travers autre chose que moi-même. Et la couleur violette, c'était un peu la réunion de tout ça, mais de manière subtile. C'est-à-dire, quand tu vois violet, tu te dis pas que je vais parler de métissage, tu te dis pas que je vais parler d'amour, tu te dis pas que je vais parler de rêve, tu te dis pas que je vais parler de spiritualité. Tu penses pas à ça, tu te dis juste, ah, il est habillé en violet. Et l'idée, c'était d'intriguer les gens, mais que quand ils viennent au spectacle, ils comprennent là où je veux en venir, tu vois. Et une fois qu'ils finissent, ils se disent, ah, en fait, c'était cohérent de ouf. De A à Z, il a travaillé cette idée-là et il l'a creusé pour en faire un truc qui correspond à qui il est. Et je voulais travailler ça, et c'était pendant le confinement, j'étais avec deux meufs. Donc on parlait beaucoup et tout, et elles étaient à fond dans les délires de pierre, énergie, les couleurs. Elles étaient au chômage. Et en vrai, à chaque fois, elles me disaient, ouais, les couleurs et tout, c'est un truc qui est très fort. Et je trouvais ça intéressant d'avoir un spectacle qui s'appelle autrement que un titre comme on a l'habitude de voir Nordine Gonzo se raconte, enfin tu vois. Je voulais un truc différent. Et au final, on a pris violet, et derrière, ça m'a donné envie de m'habiller en violet et de pousser le délire jusqu'au bout, quoi. Et aujourd'hui, quand je vois des gens qui viennent dans ma salle habillés en violet, ça me prouve que j'ai pas fait n'importe quoi. Ce spectacle, tu l'as joué 3 fois par semaine à guichet complet pendant 1 an et demi au théâtre Le Métropole à Paris. Ça représente 154 dates et plus de 11 500 personnes qui sont venues te voir et qui se sont déplacées pour le voir. Du 27 janvier au 30 mars 2024, dans une plus grande salle cette fois-ci, tu vas le rejouer. Il me semble que c'est au Palais des Glaces. Exact. Donc c'est une salle avec une plus grosse capacité. Ouais, 500. Et au moment où on parle, les premières dates, elles sont déjà complètes. Comment t'expliques ce succès? Ça me fait des frissons. J'ai eu des frissons. Ça me fait... c'est pas explicable dans le sens où... Genre, même moi, je comprends pas, en fait. C'est genre... juste des années de travail qui se... Tu vois, qui se concrétisent ouais, en gens, quoi. Tu vois, c'est genre... toute ta vie, tu te dis, je vais faire ça. Et là, c'est genre les gens qui disent... vas-y, on sera avec toi, tu vois. Et là, c'est... Ce qui est ouf, c'est que, tu sais, genre... Moi, je suis passé par des étapes où tu as eu beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, ton spectacle, il marchera pas. T'as un truc genre trop efféminé, tu parleras à personne, tu vois. Et en fait, je pense que dans l'humour, tu comprends ce qui est fort quand les gens commencent à te critiquer, tu vois. C'est les critiques qui font ce que t'es. Tu vois, les gens qui ont dit, ouais, t'es gay, t'es efféminé, c'est exactement ça qui fait que les gens viennent me voir aujourd'hui. C'est ça ma force.
c'est que je suis différent, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui est beau, c'est que toute cette différence, elle se convertit avec du public. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais eu de public parce qu'ils n'ont jamais trouvé d'identité. Et moi, j'ai su trouver ce truc parce que je suis comme ça, tu vois. Je suis ce mec un peu efféminé, mais qui suis hétéro et qui est proche de sa famille. Mais c'est dur à entendre des gens qui te critiquent sur des trucs que t'es... En fait, c'est comme si tu m'insultais sans me le dire, tu vois. Quand tu me dis, ouais, tu joues trop le gay, je joue pas le gay. Je suis comme ça, tu vois. Mais je suis pas gay. Mais pour les gens, c'était un truc en mode, il fallait qu'ils me le rappellent tous les jours. Et tu sais, quand t'encaisses tout ça tous les jours, tu te dis, mais peut-être ils ont raison. Peut-être il faut que j'arrête de faire ça. Et aujourd'hui, ce qui est ouf, c'est que tous ces trucs négatifs qu'on m'a dit, je les ai acceptés et je les ai pris pour moi. Et je m'en suis servi pour en faire un personnage en vrai. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que les gens viennent me voir. Et c'est ce qui fait que je remplis mes salles. C'est parce que je suis différent. J'ai trouvé une identité qui est forte, qui parle aux meufs, qui parle aux gars, qui parle aux métis. Et au final, ça réunit bien plus de monde que ce qu'eux, ils imaginaient, tu vois. Et je pense que le vrai boom qui s'est passé, c'est quand j'ai commencé à poster des vidéos de ouf. Je postais tous les jours des nouveaux sketchs sur Internet, juste pour Internet. Ça veut dire que j'écrivais des trucs, je me donnais juste du temps pour moi et je me disais, il faut que chaque semaine, je donne aux gens, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, je voyais des retours du public qui me disaient, j'aime trop ton univers, ton délire, comment tu parles, cette façon d'être gentil, en même temps de dire des trucs des fois un peu ouf et tout. Et quand je vois ouais, le palais complet un mois à l'avance sur tout ce que j'ai traversé, c'est une dinguerie en vrai. Et c'est rien. Ça ce qui est ouf, c'est que c'est rien. 500 personnes par semaine, quand on sait là où tu peux aller, parce qu'au final, je vais jouer 2 fois par semaine, ça va être 1000. Quand on sait là où tu peux viser avec les blagues et des gens, c'est rien 500. Moi, tu vois, je vise des zéniths, je vise faire des stades. Ça veut dire, c'est ouf. C'est ouf de pouvoir se rendre compte de ça, mais surtout, tu réalises, tant que tu es encore dans le truc. Peut-être c'est dans 5 ans, je me dirais, ah ouais, j'ai fait tout ça, genre, tu vois. Mais c'est fort de voir la puissance des réseaux sociaux, en vrai. C'est ça qui m'a permis de me rendre compte aussi que ça a marché. Les gens qui t'arrêtent dans la rue, qui te font des câlins, en mode, ouais, hey, je t'aime trop. Tu vois, c'est dur de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Hein. C'est dur. Il y a beaucoup de fierté dans l'humain, tu vois. L'humain, il dit pas aux gens qu'il l'aime. L'humain, il dit qu'il l'aime pas, mais il dit pas qu'il l'aime, tu vois. Et ouais, ça fait plaisir et ça te donne encore plus envie de ne pas les décevoir. Tu te dis, ils vont prendre leur soirée, ils vont passer 1 heure avec moi. Vas-y, je vais tout leur donner. Je vais leur rendre leur argent, leur temps. Et j'ai trop hâte, tu vois. Ça veut dire quoi être le violet de quelqu'un? Le violet de quelqu'un, c'est un peu être le par problème. C'est-à-dire que tu adoucis, tu donnes du rêve, tu canalises, tu adoucis beaucoup. En fait, le violet, c'est une couleur médicinale, tu vois. Le violet, dans les médecines, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de violet parce que c'est une couleur qui apaise. Dans plein d'endroits où tu veux être en paix, il y a du violet. Parce que le violet, c'est la paix. Le violet, c'est spirituel. Et c'est une couleur qui, en fait, on dit beaucoup sans le dire. Et c'est une couleur qu'on voit pas beaucoup parce que il faut la mériter, tu vois. C'est genre, le noir, t'en vois partout parce que tout le monde est un peu noir dans... Tu sais, c'est une couleur simple, cachée. Le violet, faut comprendre. C'est plus technique, tu vois. Tu mets pas du violet partout. Tu mets pas du jaune partout. Il y a des couleurs qui se méritent, tu vois. Et le violet, c'est une couleur forte. Et quand je dis être le violet de quelqu'un, c'est genre apaiser cette personne, lui donner envie d'être calme. Et c'est un peu ce que je suis, tu vois. Moi, quand tu me vois là, je suis le même que sur scène. Et les gens, ils le ressentent, tu vois. Et en couple, c'est pareil. Quand j'ai été en couple, je suis pas un mec dans l'embrouille. Moi, je renvoie que de la positivité, je renvoie que de la douceur. Et c'est un peu ça, violet, tu vois. Et selon toi, pourquoi on devrait aller voir ton spectacle? Enfin, ce spectacle?
Bah, je pense qu'il faut venir parce que j'ai grave du flow. Et en fait, t'as vu, si tu veux voir du flow, tu veux rigoler, tu veux être dans une bonne vibes, faut venir. Et surtout parce que je pense que j'ai une histoire qui peut te parler et qui va te parler. Donc, juste pour ça, viens. Et après, t'enverras plein de gens venir me voir parce que tu te diras, elle était chambé ce mec. Faut que t'ailles le voir, faut que tu le découvres en vrai. Et en plus, t'auras envie de t'habiller en violet après, donc c'est cool. Et plus sérieusement? Puis sérieusement, je pense que c'est un spectacle qu'il faut voir parce que c'est un spectacle pacifique. Tu vois, j'ai un message positif, j'ai un message d'amour, j'ai un message de confiance en soi et de réussite personnelle et individuelle, tu vois. Donc je pense que si tu as besoin de sentir quelque chose dans ce sens-là et de te sentir exister, ça peut t'aider, je pense. Et surtout, ça va être rigolo. C'est quand même la base Surtout. de ce spectacle. Je trouve ça super beau le regard que tu portes sur ta carrière. Et je suis impressionnée par ton humilité. Et je me demandais d'un point de vue humain, si c'est pas le stand-up qui t'avait apporté tout ça. Totalement. Je pense que c'est le stand-up qui m'a rendu humble parce que je sais ce que j'ai traversé pour en arriver là, tu vois. Bordeaux, Paris, des galères d'oseille, des galères de blagues qui marchent pas, de remise en question. Et en fait, je suis quelqu'un de motivé et de très bienveillant. Je suis pas rancunier, moi. Moi, je suis très fier quand des amis à moi réussissent. Tu vois, Paul Mirabel, c'est mon frère. Je l'ai vu où il n'y avait pas un monde. Et aujourd'hui, il fait 100 000 billets par jour. Enfin, je sais pas, peut-être j'invente, mais tu vois, il vend des places comme personne d'autre. Et j'en suis fier, tu vois. J'ai pas d'ego, j'ai pas de fierté. J'ai de la fierté bien placée. C'est genre, je vais aller faire des trucs qui sont à ma valeur. Mais voilà, c'est tout. Je vais pas avoir de la fierté mal placée, de pas donner de la force aux gens que j'aime. Tu vois, et c'est ça qui fait avancer, c'est quand t'es humble. De la bonne humilité, tu vois. J'ai pas peur de dire aux gens qui sont forts, j'ai pas peur de dire aux gens qui sont marrants. Et j'écoute beaucoup les critiques aussi, tu vois. Quand le public il me dit j'aime pas ça, je dis ok, j'aime bien. Merci de me l'avoir dit, je note. Et j'entretiens ton idée pour en faire un truc meilleur. En quoi ça a changé ta vie? En tout, dans la façon de parler avec les gens dans la vie, dans comment je suis à l'aise sur scène ou dans la vie. Tu vois, je suis quelqu'un de timide de base, mais je sais que demain je peux parler à n'importe qui. Je vais créer un climat de confiance, tu vois. Que ce soit une meuf ou un producteur ou un artiste, il va être en confiance. Et puis surtout, ça m'a permis de me faire accepter et de m'accepter surtout. Le stand-up, ça m'a aidé à accepter des trucs de moi-même, de me confier et tout. Ça m'a changé la vie en vrai. Chaque année, ton travail il prend de plus en plus d'ampleur. Tu as réussi à te diversifier en allant en télé. En 2021, tu vas jouer ton propre rôle dans la série Jeune et Gaulerie, diffusée sur OCS. En octobre 2023, on a pu te voir dans la série Master Crime, diffusée en prime time sur TF1 aux côtés de Muriel Robin. Donc c'est l'adaptation de la série How to Get Away with Murder. Tu y joues le rôle de Boris, un étudiant premier de la classe qui va aider sa professeure à résoudre des crimes. En commençant l'humour, est-ce que c'était une volonté pour toi de devenir acteur par la suite? C'était pas du tout une priorité. Et en fait, ça tombe sur toi avec le succès du stand-up. Parce que tu te fais identifier, les gens ils aiment bien ton univers, ils aiment bien le personnage, donc tu fais des castings et puis un jour on te propose des rôles. Et en fait, quand ça match quoi. Et moi, ça s'est passé comme ça, Jeune et Gaulerie, c'était pas calculé, c'était un hasard, on m'a vu sur un plateau. C'était une série sur le stand-up en plus, donc c'était cool. Et Master Crime, c'était pareil, un peu le hasard. Je voulais pas trop le faire. On me dit au final, il y aura Muriel Robin. Donc, quand t'as jamais tourné, c'est un gros nom et il faut le faire, tu vois. Mon agent m'a dit, faut pas louper ce truc. Donc, j'ai été au casting et ça s'est bien passé. Et après 2-3 callbacks, on a validé. Donc, j'étais content de ouf. Mais c'est pas le truc que j'ai calculé, quoi. Et en quoi le stand-up, enfin si ça t'a aidé,
c'est un plus pour être Bah, un bon acteur? c'est un plus dans le sens où tu arrives à être naturel simplement. Le stand-up, ça t'aide à être toi-même, ça t'aide à construire ton identité, ton avenir et tout, et surtout à travailler un côté spontané d'improvisation. Et donc le cinéma, c'est un peu ça des fois. Des fois, on va te demander, tu as un texte, bah, tu déroges un peu ton texte pour te l'approprier. Et le stand-up, c'est ça, tu vois. Tu écris un truc et tu te dis, bon, là, il faut que je le mette un peu plus à moi, à ma patte, à ma sauce, et t'en rends un truc Nordine ou Paul ou ce que tu veux. Et je le disais précédemment en intro sur le ton de la blague, la scène, ça te suffisait pas. La télé, ça te suffisait pas. Tout en continuant à travailler sur tes sketchs et ton spectacle, tu vas faire tes débuts en radio en juin 2023, si je dis pas de bêtises. Oui. En tant que chroniqueur sur France Inter. Voici Nordine, garçon. Moi. Bienvenue Nordine. Salut. Vous allez bien? Ouais. Tellement. Ça allait super vite, je pensais pas que ça allait être à moi. C'est la première fois que je fais une chronique de toute ma vie et c'est ici chez France Inter, donc je suis quand même Cool. assez intimidé et même honoré d'être là. Pareil que pour la télé, est-ce que c'était un objectif, la radio? Pas du tout. C'est venu pareil avec le feeling et la montée en stand-up parce que c'est des steps à franchir aussi la radio. Pour un humoriste, il faut le faire, je pense. Surtout France Inter, ça reste une radio de renommée et surtout qui te crédibilise encore plus auprès d'un public qui t'écoute pas de base, tu vois. Moi, je parlais à un public plutôt jeune, plutôt métis, renois, rebeu. Là, j'ai eu accès à la France, tu vois. C'est tout le monde. Le chauffeur Uber, la meuf qui va au travail, qui est comptable, tous ces gens-là, ils m'écoutent maintenant. Avant, ils me connaissaient peut-être pas. Et donc, Inter, ça m'a permis d'être ouvert sur ce créneau-là et surtout de travailler ma plume encore plus. Et c'est un autre travail, puisque tu n'écris pas pareil une radio qu'un sketch, que la télé. Donc c'était vraiment... Et je regrette pas d'avoir accepté cet exercice parce que c'est un truc vraiment qui a travaillé encore plus mon stand-up. Même si je pense que tu es reconnaissant et fier du chemin parcouru, même si tu es un peu trop humble à mon goût, j'ai l'impression que tu aspires parfois à plus. Tu es un grand rêveur. Et encore une fois, j'ai cette impression que tu es plus qu'un artiste, mais que tu te considères comme un peu les Américains. De ouf. Je te coupe, mais parce que pour moi, c'était la fin de ta phrase. Mais genre, moi, je me vois pas comme un humoriste. Moi, demain, je veux faire tout. J'allais dire, ouais, un entertainer, Ouais, en fait, vraiment. genre moi, mon modèle, c'est Kevin Hart, tu vois. Kevin Hart, il fait J'ai tout. pas fini ma question. Il a ce truc de faire du sport, de faire du cinéma, d'être fort sur scène, d'être stylé, de tout. Mais moi, je veux trop être ça. Je veux faire des shows où les gens ils se disent putain, c'est une dinguerie. Il y avait des flammes, il y avait de la lumière, il était marrant. Pour moi, je vois ce truc-là et j'ai la folie des grandeurs, tu vois. Ça me fait pas peur de faire des zéniths et de mettre les gens corda avec des trucs. Et tu vois, la force du violet, c'est qu'avec mon spectacle, je peux m'amuser de ouf. Je peux faire des créas à lumière de fou. Et je veux arriver à ce stade où, ouais, les gens ils se disent putain, il est partout, lui, il sait tout faire, il est fort partout. C'est parce que c'est possible. Il faut juste en donner les moyens. Dernière note, une dernière question. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Et pour nous, qui te suivons, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter? Écoute, dans 10 ans, j'espère que j'aurai une femme, un chien, une piscine, 2 spectacles qui auront cartonné en France et partout. States, Canada, Guadeloupe, Martinique, tout ce qui est consommable, que je serai marié, j'espère, que j'aime toujours ce que je fais surtout, et que j'ai toujours mes parents et ma famille proches de moi. Et puis je pense que je serai un homme heureux déjà, si j'ai tout ça. Après, si j'ai que un peu et que j'ai ma famille, ça va. Mais ouais, j'espère que j'aurai tout ça. Merci Nordine. Merci beaucoup. Big love.